Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire dont les thématiques seront les lois du 16 août 2022 sur le partage de la valeur, l'accord d'intéressement, le déblocage de l'épargne salariale ainsi que la monétisation, excusez-moi, des jours de repos. Je le présenterai déjà, donc je ferai la présentation de ces dispositifs, puis dans un second temps, je répondrai aux questions. Si jamais je n'ai pu répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Vous avez à la fin de ce webinaire un lien pour remplir un questionnaire ou un QR code dans lequel vous pourrez répondre à certaines de nos questions et surtout nous proposer vos questions et votre adresse mail afin que l'un de nos 10 juristes en conseil social puisse vous répondre. Allons-y. La loi du 16 août 2022, donc on l'a dit, pouvoir d'achat, loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Pourquoi on a choisi cette loi? Parce qu'on pense que ça peut être un levier pour prendre en compte et fidéliser vos salariés présents et attirer les candidats peut-être à un poste non pourvu. Vue panoramique sur la prime de partage de la PPV. Alors, quels sont les employeurs qui sont concernés et qui peuvent, parce que je le rappelle dès le début, c'est facultatif, qui peuvent décider de verser la prime à leurs salariés? Ce sont les employeurs du secteur privé, ce peuvent être des associations, des fondations d'intérêt général ou d'intérêt public, des EPIC, des EPA, donc des établissements publics industriels et commerciaux et des établissements publics administratifs et des ESAT. À qui peuvent faire bénéficier la prime, le versement de cette prime de pouvoir d'achat? Nous avons les salariés, les apprentis, les mandataires sociaux, mais également les mandataires sociaux, il ne faut pas oublier, il faut un lien de subordination, c'est-à-dire que ce sont les mandataires sociaux qui ont également un contrat de travail en parallèle avec une fonction technique et reconnue comme telle. Et enfin, nous avons aussi une précision à apporter sur ces slides, les intérimaires. Lorsque une entreprise utilisatrice décide de mettre en place une PPV pour ses permanents, on le rappelle, vous avez l'obligation, si les intérimaires remplissent les conditions que vous avez choisies, vous êtes obligé de leur verser. Le versement peut se faire comment? Il peut se faire en une fois ou il peut se faire en plusieurs fois. On est jusqu'à une fois par trimestre au cours de l'année civile. Donc, un support et 4 versements. Le montant maximum de la prime. Alors là, le montant maximum de la prime, elle va varier entre soit vous avez un accord d'intéressement, un accord de participation, ou vous êtes une association ou une fondation, et là, vous avez le droit d'avoir un montant majoré à 6 000 €. Sinon, vous êtes dans le versement maximal de droit commun qui est de 3 000 €. Comment déterminer le montant pour chaque salarié? Donc, exclusivement, ce sont la modulation des critères limitatifs, et j'insiste sur ce sujet, parce qu'en fait, vous ne pourrez pas choisir d'autres motifs, et ce, même s'ils sont objectifs. Donc, ça sera la rémunération, l'ancienneté dans l'entreprise, la durée de présence effective pendant l'année écoulée, la durée du travail prévu au contrat de travail, et aussi le niveau de classification. L'ensemble de ces critères peuvent être utilisés. Par ailleurs, une fois que vous avez donc décidé donc de vos critères, vous allez verser le montant de la prime. Et le régime fiscal et social va être différent en fonction du fait que la rémunération des salariés à temps plein atteigne 3 SMIC, 58 000 € environ, ou sont au-dessus de 3 SMIC. S'ils sont en dessous de 3 SMIC, donc du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, le régime fiscal et social sera le suivant. Pas de cotisation sociale, pas de CSG-CRDS, pas d'impôt sur le revenu et pas de forfait social. En revanche, pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC, on est sur pas de cotisation, de la CSG-CRDS, l'IR et le forfait social. C'est la grosse différence avec la prime Macron.
La mise en place de la PPV, elle se fait impérativement par écrit, soit accord collectif, soit décision unilatérale de l'entreprise. Il faut penser à consulter le CSE et également informer les salariés. La prime de non-substitution ne doit pas se substituer à un élément de rémunération contractuelle. Donc, si vous avez déjà des primes existantes de l'entreprise, attention, vous ne pouvez pas, tout comme l'intéressement d'ailleurs, vous ne pouvez pas substituer votre prime soumise à cotisation par cette prime qui n'est pas soumise à cotisation. Le choix de la date de la PPV, vous pouvez choisir soit de fixer la date de versement pour verser cette prime, soit la date de signature de l'écrit. Et là, vous déterminerez les bénéficiaires. La rémunération qui doit être prise en compte au cours des 12 derniers mois, c'est les 12 derniers mois précédant le premier versement de la PPV. Lorsque vous avez décidé de verser cette prime PPV, l'idée, c'est que vous devez communiquer sur cette action positive en tant qu'entreprise. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas une obligation, il est important, mais ça, ce n'est pas du tout juridique, c'est plutôt côté gestion du personnel et communication avec vos salariés, pensez au bon moment pour communiquer sur cette action positive. L'intéressement. Pourquoi avoir choisi ce second dispositif? Tout simplement parce que déjà, il y a une évolution majeure qui s'est faite par rapport à l'effectif et à la décision unilatérale, mais il y a aussi le lien avec la PPV et le plafond majoré. Comment on conclut un accord collectif d'intéressement? Elle se met en place dans toutes les entreprises, quel qu'en soit l'effectif, qui respecte son obligation en matière de représentant du personnel. N'oubliez pas, parce que si vous n'avez pas soit de PV de carence, soit mis en place des représentants du personnel, alors vous allez avoir un régime fiscal et social et un redressement possible à la clé. Donc, dans les entreprises de plus de 50, c'est un thème à porter à la négociation collective chaque année, ou si vous avez un accord collectif particulier, tous les 4 ans. Et dans les entreprises de moins de 50 salariés, en revanche, là, vous n'avez aucune obligation, c'est facultatif. Comment peut-on mettre en place un accord d'intéressement? Le Code du travail nous dit, soit c'est par la négociation d'un accord collectif quand nous avons un délégué syndical, soit on a la possibilité de conclure un accord avec le CSE ou les représentations des organisations syndicales si vous n'avez pas de DS, ou enfin, ratification de l'accord proposé par l'employeur. Et si vous avez, à la majorité des 2 tiers, et si vous avez un DS ou des membres du CSE, attention, la demande doit être conjointe pour faire la ratification. Et enfin, nous avons la décision unilatérale. Mais avant cela, il faut rappeler un élément très important. En cas d'accord de branche agréé, intéressement clé en main, on appelle cela, ou prêt à l'emploi, dans ce cas-là, l'intéressement, il est défini au niveau de la branche et il sera mis en place dans l'entreprise par un accord collectif spécifique qui précise les choix de l'entreprise, mais au regard de l'accord de branche agréé. De même, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, par un document unilatéral d'adhésion de l'employeur après information du CSE et des salariés par tout moyen, l'accord de branche comporte des options dont le contenu est prédéfini et vous devez vous coller à ce contenu. Donc, si vous avez ce type d'accord de branche clé en main, il faudra faire application de celui-ci. À défaut, et depuis le 18 février 2022, les décisions unilatérales de l'employeur sont possibles lorsqu'il n'y a pas d'accord de branche clé en main ou prêt à l'emploi, lorsque dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous êtes dépourvu de DS ou de CSE, pas de souci. Dans les entreprises de moins de 50 où vous avez un DS ou un CSE et que vous avez conclu un accord, vous étiez en cours de conclusion d'un accord d'intéressement mais que vous n'avez pas pu aboutir à cet accord, alors là, et seulement dans ces conditions, l'ADUE vaut acceptation et accord d'intéressement. Et lorsque vous avez conclu cet accord d'intéressement par le biais d'une DUE, alors vous pourrez faire le renouvellement de votre accord d'intéressement de la même façon. Quand conclure et pour quelle durée?
quand vous avez l'article du code, article L3314-4, qui définit cette période. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous simplifier parce que si je vous lis cette phrase, ça ne va pas être très clair pour vous. On part du principe que vous êtes une entreprise et que votre clôture du bilan est au 31 décembre. Vous choisissez votre période de calcul. Donc, période de calcul de l'intéressement, 6 mois ou 1 an. Vous vous dites, ma période de calcul est de 6 mois. Je divise en 2. Je sais que ça fait donc 3 mois. Jusque-là, vous me suivez. Et donc, vous ne pouvez conclure votre accord d'intéressement que jusqu'au 31 mars. Et maximum 15 jours après, donc jusqu'au 15 avril, vous devez avoir fait le dépôt de votre accord sur la plateforme Téléaccord. Autre exemple, vous avez décidé que votre période de calcul était d'1 an, 12 mois, l'année civile, on va dire, puisqu'on est toujours sur notre clôture de bilan au 31 décembre. De nouveau, je coupe en 2. Nous sommes donc au 30 juin. 30 juin, jusqu'à cette date, vous pouvez conclure un accord d'intéressement. Donc, selon les modalités précédentes que je vous ai indiquées. Et vous devrez déposer votre accord maximum au 15 juillet. Quelle durée pour l'accord d'intéressement? Alors, depuis le 18 août 2022, la durée qui auparavant était de 1 an et 3 mois passe de 1 an jusqu'à 5 ans. Cette règle s'applique aussi aux dispositifs d'intéressement de projet conclus entre plusieurs entreprises. Le contenu de l'accord d'intéressement. Nous n'avons pas repris de façon exhaustive l'ensemble des clauses, mais vous voyez les clauses obligatoires pour lesquelles vous ne pouvez déroger sont définies à l'article L3313-1 du Code du travail. J'ai repris des clauses les plus importantes. Votre préambule doit impérativement mentionner si vous avez recours à un intéressement par rapport aux résultats ou aux performances de l'entreprise et expliquer pourquoi ce recours. Le deuxième, l'accord d'intéressement doit indiquer la formule de calcul ainsi que les critères de répartition. La répartition, vous l'aurez remarqué, peuvent être uniformes, comme la PPV. Elles peuvent également être proportionnelles au salaire ou au temps de présence de chaque salarié. Et enfin, on peut combiner les critères. Donc, en fait, on s'apparente vraiment aux modulations de critères de la PPV. Le montant de la prime d'intéressement est plafonné. Et pour savoir jusqu'à quel montant on est plafonné individuellement, il faut qu'on sache quels sont les bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce sont tous les salariés sous contrat de travail. On exclut les stagiaires. On entend bien contrat de travail, lien de subordination. Mais là, on a aussi la possibilité, dans les entreprises de moins de 250 salariés, de faire bénéficier les mandataires sociaux. Une clause à cet effet doit être prévue dans l'accord d'intéressement. Pour quels bénéficiaires? Des entreprises, donc on peut prévoir un accord d'intéressement au niveau de l'entreprise, on peut prévoir un accord d'intéressement au niveau des établissements ou des unités de travail, voire même faire un accord de groupe. Et vous pouvez enfin prévoir une ancienneté maximum de 3 mois. Le montant de l'enveloppe d'intéressement distribué bénéficie d'exonération, à savoir exonération de cotisation sociale, soumis à CSG CRDS, ainsi qu'à l'IR, sauf en cas de versement sur un plan d'épargne, la somme ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu. Et donc là, ça s'apparente à la prime de la prime de partage de la valeur lorsque l'on a une rémunération supérieure au SMIC. Les plafonds qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir continuer à bénéficier de ces exonérations. Le montant global des sommes distribuées au titre de l'intéressement doit être annuellement de 20% au total des rémunérations des bénéficiaires, mais également si vous prévoyez des mandataires sociaux, n'oubliez pas que les rémunérations ne se limitent pas à celles des salariés. C'est vraiment les revenus annuels. Et le plafond individuel
outre le plafond global, c'est le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à 75% du PAS. Deux plafonds très importants pour bénéficier du régime favorable d'exonération des charges sociales et fiscales. La formalité de dépôt, je passe rapidement. Je vous l'ai expliqué, 15 jours après ma période de calcul maximum et donc dépôt sur le site Téléaccord. Le délai du contrôle par l'administration. Alors ça a évolué et ça fait partie de cette évolution de la loi du 18 août, enfin qui est applicable, excusez-moi, depuis le 18 août 2022. Auparavant, du 1er septembre au 31 décembre 2022, et là on est encore dans la règle antérieure, ne l'oubliez pas, le contrôle de la DRIST était d'1 mois, l'URSSAF était de 3 plus 2 mois, donc 5 mois. Au total, on a 6 mois de contrôle. Une fois cette période de 6 mois de contrôle passée, le régime d'exonération sociale et fiscale est acquis. La nouveauté de la loi du 16 août 2022, donc, qui a été publiée au JO et applicable depuis le 18 août, a prévu un contrôle allégé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé le contrôle de la DRITS, c'est-à-dire le fameux mois de la DRITS est supprimé. Seul subsistera le contrôle de l'URSSAF, qui devrait être limité à 3 mois et éventuellement complété de 2 mois complémentaires s'ils vous font des demandes de pièces complémentaires pour justificatif. À l'issue de ces 5 mois, vous serez également couvert pour l'ensemble de la période de votre contrat d'intéressement. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans. Et il existe un régime encore plus favorable. Et là, c'est lorsque l'on a un accord de branche agréé, le fameux accord de branche clé en main ou prêt à l'emploi qui est prévu par les conventions collectives. Dans ce cas-là, le simple dépôt engendre l'application d'un régime fiscal et social favorable et qui couvre l'ensemble de la période. Enfin, et pour terminer, le document à remettre à vos salariés. En effet, une fois que la période d'1 an est passée, que l'on calcule l'intéressement et l'enveloppe globale, vous avez l'obligation d'avertir chaque bénéficiaire par un écrit de préférence des sommes attribuées au titre d'intéressement, du montant dont il peut demander le versement directement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande et de ses droits de choisir si l'intéressement sera affecté ou non sur un plan d'épargne. Nous voilà à notre 3e dispositif. Alors, nous en avons déjà parlé, nous avons lancé un flash info à ce sujet sur le déblocage de la participation et de l'intéressement qui ont été versés sur des plans d'épargne. En effet, flash info qui a été envoyé pour rappel à nos clients en paye qui ont mis en place ce type de dispositif. L'article 5 de la loi pouvoir d'achat du 16 août dernier ouvre la possibilité donc de débloquer de manière anticipée l'intéressement et la participation qui auraient été versés sur un plan d'épargne. Les entreprises concernées, toutes les entreprises, peu importe l'effectif, et disposant d'un régime de participation ou obligatoire ou facultatif, voire même imposé. Il est imposé quand la DRIST a fait un contrôle et qu'elle considère que vous avez atteint l'effectif de plus de 50 salariés sur 12 mois consécutifs. Là, la participation doit se mettre en place. Lorsque vous disposez d'un accord d'intéressement et enfin un plan d'épargne d'entreprise. Un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou d'interentreprise. Les bénéficiaires du déblocage. Alors là, c'est les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les anciens salariés, mais également les bénéficiaires, les chefs d'entreprise, les directeurs généraux, les gérants, les membres du directoire, le conjoint ou les partenaires liés par un pacte du chef d'entreprise, mais à condition qu'il ait le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Alors, quels sont les placements concernés? Évidemment, on a des placements qui peuvent être débloqués et d'autres qui ont été prévus et qui ne sont pas débloquables. En principe, vous pouvez débloquer vos sommes après une période de blocage de 5 ans ou 8 ans. Là, ce que prévoit la loi, c'est qu'elle nous dit le déblocage exceptionnel concerne principalement la participation et l'intéressement investis dans un PE, un plan d'épargne interentreprise ou de groupe. La participation également affectée à un compte courant bloqué, CCB, mis en place au sein d'une SCOP qui peut être débloquée sous condition. L'ensemble des sommes issues de la participation et de l'intéressement investis avant le 1er janvier 2022 sont concernées par le déblocage, y compris l'abondement de l'employeur, le supplément de participation et d'intéressement, la participation dérogatoire dans les entreprises qui n'appliquent pas la formule légale et les revenus et les intérêts de ces droits qui ont été affectés sur le même support. En revanche, sont exclus les sommes investies sur un PERECO, sur un plan d'épargne retraite, les sommes investies dans un fonds solidaire, la participation affectée à un compte courant bloqué mis en place avant la loi Pacte du 22 mai 2019 ne peuvent pas être débloquées. Idem également, excusez-moi, pour les versements volontaires ou libres du bénéficiaire et l'abondement qui s'y rattache. Et enfin, les versements unilatéraux de l'employeur ne peuvent pas être débloqués. La particularité, c'est que, et là je passerai un peu plus rapidement, mais c'est qu'effectivement, certains cas de déblocage ne sont possibles que par la conclusion d'un accord collectif ou alors une décision unilatérale. Et ces accords collectifs doivent être conclus de préférence avant le 30 novembre 2022. Pourquoi ? Parce que pour laisser la possibilité aux salariés de faire le déblocage jusqu'au 31 décembre 2022. Et ça concerne quoi? Les droits affectés au compte courant bloqué dans les SCOP ou encore les droits affectés à l'acquisition des titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée ou des actions de FCPE ou des SICAV. Là, il faut l'accord de l'entreprise. Le plafond de 10 000 €, donc vous pouvez débloquer jusqu'à 10 000 €. Il faut faire une demande écrite du bénéficiaire, elle est obligatoire. Il faut qu'il précise cette loi, il faut qu'il précise ce qu'il veut débloquer et il la dépose auprès de l'organisme jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, le déblocage ne peut pas être refusé, ni par l'employeur, ni par le teneur de compte. Les frais de gestion et les motifs de déblocage, les frais de gestion, alors, ils peuvent être pris en charge par l'employeur, mais encore une fois, tout comme la PPV, c'est facultatif et il n'y a rien d'obligatoire pour l'entreprise. Le déblocage est exclusivement destiné à soutenir la consommation et non à soutenir l'épargne. Et il faut prévenir vos salariés qu'il y aura des vérifications qui seront faites et que vous devez garder et qu'ils doivent garder surtout les justificatifs en cas de contrôle fiscal. Le régime social et fiscal favorable parce qu'il est non soumis à l'IR, mais attention, il y a les prélèvements sociaux de 17,2% sur les sommes que vous allez débloquer. L'employeur avait l'obligation, comme on vous en avait informé, d'informer ses bénéficiaires au plus tard le 16 octobre 2022, par tout moyen, et il devait également leur dire de quel régime fiscal et social les sommes étaient concernées. Enfin, la monétisation de la rémunération en jour RTT et régime d'exonération. La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la possibilité pour les salariés, avec l'accord de l'employeur, de renoncer à des journées ou demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Quels sont ces repos? Ce sont ceux qui ont été acquis soit d'un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008, mais qui a été maintenu, soit ce sont des nouveaux accords d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le régime est favorable, fiscal et social. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet une réduction des cotisations salariales, une exonération d'impôts prévue par la législation fiscale
Et en fait, il a le même régime que les heures supplémentaires pour les moins de 20 salariés, avec une exonération de cotisation sociale et une déduction forfaitaire de 1,5 € pour les employeurs. De qui vient l'initiative? L'initiative vient du salarié. L'employeur ne peut pas imposer, mais le salarié ne peut pas imposer non plus à l'employeur. C'est vraiment un commun accord. La renonciation des dites règles, c'est un paiement majoré des journées et demi-journées travaillées au moins égal au taux applicable à la première heure supplémentaire, c'est-à-dire en principe légal 25%, sauf si vous avez négocié un accord collectif dans l'entreprise, parce que je vous le rappelle, au sein d'une entreprise, on peut effectivement diminuer le taux de majoration des 3 premières heures supplémentaires, des premières heures supplémentaires en tout cas. Ces journées ou demi-journées seront exclues du contingent annuel ou conventionnel des heures supplémentaires et ces sommes bénéficient, comme je viens de vous le dire, des mêmes règles que les heures supplémentaires, de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire patronale. Un webinaire très chargé. On va essayer de répondre à 2-3 questions. Encore une fois, je tiens à vous rassurer. N'hésitez surtout pas et faites-le. Remplissez le formulaire à la fin qui sera par ce biais de… Hop, je vous le présente, le dernier flashcode. Et il y aura un lien également pour nous donner vos questions auxquelles on n'a pas pu y répondre. Alors, Yoann Licari, juriste en conseil en droit social, va me poser les questions. Donc, on a une question sur la prime de pouvoir d'achat, la prime de partage de la valeur. Le fait est de savoir si on peut verser une prime sur 2022 avec un fractionnement pour 2023 et reverser une deuxième prime sur 2023 derrière. Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir, donc on a le droit, comme je vous l'avais indiqué au début, à un versement sur l'année civile, donc de quatre versements en fait. Donc, vous avez, admettons, à aujourd'hui, vous appliquez 2 versements. Vous avez conclu un accord, une DUE au mois de septembre. Vous avez prévu dans cette DUE un paiement en septembre, un paiement en décembre, un paiement en mars de l'année prochaine et un paiement en juin. Donc, vous avez bien vos 4 versements. Sur l'année civile 2022, vous en avez eu 2. Sur l'année civile 2022, oui, et 2023, vous en avez 2. Mais il faut faire attention au plafond des 3 000 € ou alors, et c'est pour ça que je vous conseille de conclure un accord d'intéressement parce que sur 2023, grâce à la conclusion de cet accord d'intéressement, vous pourrez porter le plafond à 6 000 €, ce qui vous permettra de verser davantage. Nous allons devoir nous quitter. C'était très fourni, effectivement, mais n'hésitez encore surtout pas à nous envoyer toutes vos questions. Je vous rappelle le prochain webinaire le mardi 14 décembre sur la protection sociale et les règles à suivre. Et nous pouvons également vous accompagner sur le versement de la prime de partage de la valeur. Merci d'avoir été présent à ce webinaire.